Il y a 6 ans, ma vie a basculé dans un petit appartement de Memphis, là où je croyais que l'amour familial serait immuable. Je m'appelle Meredith Foster, j'ai 25 ans et j'ai appris à me relever après la chute la plus douloureuse de ma vie. À l'époque, je n'étais qu'une jeune rêveuse. Mais tout s'est effondré le jour où mes parents ont décidé de me mettre à la porte pour faire plaisir à ma sœur, qui ne supportait plus de me voir. « Tu la mets mal à l'aise tous les jours ?» ont-ils dit froidement en me tendant une valise. Les mots de ma sœur résonnent encore dans ma tête. Je ne veux pas d'elle ici. Ces mots ont été comme un coup de poignard qui a déchiré tout ce que je croyais savoir sur la famille. Je suis partie avec pour seul bagage quelques vêtements et une détermination farouche à leur prouver qu'ils avaient eu tort de m'abandonner. Le temps a passé et tout a changé. Aujourd'hui, je vis à Portland, dans l'Oregon, et je suis propriétaire d'une somptueuse villa de 7,5 millions de dollars. Le fruit d'années de dur labeur, de nuits blanches et d'une persévérance sans faille. Mais soudain, mes parents ont appelé, non pas pour s'excuser, ni pour faire amende honorable. Non, ils voulaient quelque chose de moi. Ils avaient entendu parler de la villa, et soudain, je méritais à nouveau leur attention. Dans chacune de leurs paroles, la présence de ma sœur planait encore. Sa jalousie et son égoïsme tiraient toujours les ficelles, comme avant. Maintenant, ils disent venir à Portland, espérant obtenir une part de ce que j'ai bâti de mes propres mains. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je ne suis plus la fille fragile qu'ils ont connue. Avant de continuer, merci de laisser un commentaire ci-dessous en indiquant l'heure et le lieu d'où vous regardez cette vidéo. Je suis vraiment curieuse de savoir jusqu'où mon histoire a été vue. Ayant grandi à Memphis, notre famille paraissait très unie aux yeux des autres. Mais dans notre modeste appartement, j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma sœur. Au début de la vingtaine, je la voyais briller par son esprit vif et sa beauté saisissante, séduisant tout le monde, des voisins aux professeurs. Elle était celle qui semblait irréprochable, tandis que je m'efforçais de suivre le rythme sans que personne ne s'en aperçoive. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je l'admirais, espérant qu'un jour nous serions égales. Puis tout a basculé. Ma sœur, à une vingtaine d'années, s'est précipitée dans un mariage qui a volé en éclats en moins de 5 mois. Elle est revenue chez nos parents, sa valise claquant sur le sol comme une déclaration de défaite. L'atmosphère à la maison a changé. Elle n'était plus la même personne qu'au moment de son départ en lune de miel, les yeux brillants d'espoir. Désormais, elle s'en prenait à moi pour un rien, ma vaisselle sale, mon rire pendant le dîner, même. La façon dont je traversais le salon. « Tu es toujours dans le chemin », disait-elle d'une voix si tranchante qu'elle en était presque blessante. J'ai fait comme si de rien n'était, pensant qu'elle avait juste besoin de temps pour se remettre. Mais Tracy, c'est comme ça que j'ai commencé à l'appeler après son retour incessant. Elle coinçait mes parents à la table de la cuisine, murmurant des plaintes sur l'atmosphère tendue que ma présence instaurait à la maison. Je l'entendais, d'une voix basse et insistante, me désignant comme le problème. Un soir, pendant le dîner, elle m'a pointé du doigt et a dit « Pourquoi est-ce qu'elle doit être là tout le temps ?» J'ai eu un choc. J'ai cherché du réconfort auprès de mes parents, mais leur silence était plus douloureux que ses paroles. Ils hochaient la tête du regard, évitant le mien comme si j'étais devenu invisible. Ce n'était pas un cas isolé. Les attaques de Tracy sont devenues implacables. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais, rejetait mes idées et se moquait de mes tentatives de participer aux discussions familiales. Un jour, j'ai suggéré d'organiser une sortie le week-end pour détendre l'atmosphère, et Tracy a ricané. « Personne ne veut de toi. » Des projets. Mon père marmonna quelque chose à propos de maintenir la paix pendant que ma mère s'affairait à faire la vaisselle, faisant semblant de ne pas entendre. Je me sentais comme une invitée chez moi, ma voix s'éteignant à chaque pic. Leur favoritisme était étouffant. Mon père encensait les anciens trophées de lycée de Tracy, les dépoussiérant comme des reliques, tandis que mes récentes notes universitaires passaient inaperçues. Ma mère passait des heures à écouter Tracy se plaindre de son ex-mari. Mais quand j'essayais de raconter ma journée, elle me coupait la parole d'un « pas maintenant ». J'ai commencé à prendre mes repas seul dans ma chambre, espérant éviter les conflits. Mais les plaintes de Tracy me suivaient. Elle boude toujours. Un soir, elle leur a dit assez fort pour que je l'entende à travers les murs fins. J'ai serré les poings, me demandant pourquoi ils ne voyaient pas comment elle déformait tout. J'essayais de maintenir l'unité familiale. Je proposais mon aide pour les tâches ménagères, je restais silencieuse pendant les disputes, je me mordais même la langue quand Tracy m'insultait devant les invités. Mais rien n'y faisait. Ça a marché. La distance entre nous s'est creusée comme une fissure dans les fondations de notre maison. Je restais éveillée la nuit à repasser ces mots en boucle, ressentant le poids de leur indifférence. Je ne le savais pas alors, mais ces moments préparaient le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. Au début de la vingtaine, mon monde a basculé. Je travaillais tard le soir sur une idée d'application,
un outil de planification pour les petites entreprises, un projet auquel j'avais mis tout mon cœur. Enthousiaste, je l'ai présenté à ma famille un soir à dîner, espérant avoir leur avis. J'ai sorti mes croquis, expliquant comment l'application pourrait simplifier les réservations et les paiements. Mon père a hoché la tête d'un air absent. Ma mère a souri, mais Tracy s'est contentée de se laisser aller dans son fauteuil, les bras croisés, les yeux plissés. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, supposant qu'elle était juste d'humeur changeante. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur une publication dans un groupe d'entrepreneurs en ligne. Mon idée d'application, les mêmes fonctionnalités, le même processus était présenté par quelqu'un d'autre. L'œuvre de quelqu'un d'autre. L'affiche, Tracy, elle avait pris mes notes, mes mots, et se les était appropriés, se vantant de son projet novateur auprès d'inconnus sur Internet. J'étais furieuse. Ce soir-là, je l'ai confrontée dans le salon, mon téléphone à la main, avec la preuve. « C'est à moi, Tracy », ai-je dit, la voix tremblante. « Tu me l'as volé. Arrête ça tout de suite. » Elle n'a même pas sourcillé. « Tu es juste jalouse. » Elle a claqué des lèvres, un sourire narquois se dessinant sur son visage. « Tu as toujours été jalouse de moi. » Je suis restée là, abasourdie, attendant que mon père ou ma mère disent quelque chose. Ils n'ont rien dit. Ma mère a détourné le regard, tripotant une serviette, tandis que mon père marmonnait. « On va éviter une scène. » Tracy ne s'est pas arrêtée là. Elle a surenchéri, transformant chaque conversation en une occasion de me rabaisser. Sa présence nous plombe tous, a-t-elle dit à mes parents un soir. Sa voix portait dans tout l'appartement. Je ne supporte plus de la voir tous les jours. Ça me met mal à l'aise. J'ai essayé de me défendre en expliquant que j'avais travaillé des mois sur cette application, que c'était mon rêve. Mais Tracy m'a interrompu en levant les yeux au ciel. « Personne ne se soucie de ton petit projet », a-t-elle dit. Mes parents sont restés silencieux, le visage impassible, comme si je n'avais rien dit. J'ai senti ma poitrine se serrer, le poids de leur rejet m'écrasant. La situation a empiré. Tracy a commencé à faire pression pour que je parte. Un soir, elle a coincé mon père et ma mère dans la cuisine. Sa voix était basse mais sèche. Elle crée trop de tension, a-t-elle dit. Si elle reste, je ne pourrai pas le supporter. J'ai entendu la conversation depuis le couloir, le cœur battant la chamade. J'attendais que mes parents réagissent et lui disent qu'elle était injuste. Au lieu de cela, ma mère a soupiré et a dit « On veut juste la paix ». Mon père a hoché la tête, évitant mon regard quand je suis entré dans la pièce. Je les ai suppliés, la voix brisée. « C'est aussi ma maison », ai-je dit. « Pourquoi la laissez-vous faire ça ?» Elle afficha un sourire narquois, les bras croisés, comme si la victoire était déjà acquise. Le coup de grâce arriva une semaine plus tard. Mon père m'appela dans le salon, d'un ton neutre. « Tu dois partir », dit-il en me tendant une valise. « C'est mieux ainsi. » Ma mère se tenait à côté de lui, les yeux rivés au sol. « On ne peut pas continuer à se disputer comme ça », ajouta-t-elle. Tracy, dans un coin, l'observait avec un sourire suffisant. Ils ne m'ont laissé aucun choix, aucune discussion, juste quelques sacs pour mes vêtements et une date limite, partir le lendemain matin. Je les ai suppliés de reconsidérer leur décision, la voix brisée par l'émotion, en leur demandant pourquoi ils la croyaient elle plutôt que moi. Ils ne répondirent pas. Le silence était assourdissant. J'ai emballé ce que j'ai pu, les mains tremblantes, fourrant chemise et cahiers dans les sacs. L'idée de l'application, des mois de travail, tout cela semblait réduit en cendres, volé et perverti par Tracy. En franchissant la porte, je me suis retourné une dernière fois, espérant une lueur de regret dans leurs yeux. Il n'y en eut aucune. La trahison me consumait, mais une étincelle de rébellion s'est allumée en moi. Je ne les laisserai pas me briser. Je leur montrerai de quoi j'étais capable, peu importe le temps que cela prendrait. Avec pour seul bagage un sac à dos, j'ai quitté Memphis sans jamais me retourner. Les premiers jours furent un tourbillon de douleur et d'incertitude. J'ai atterri chez ma meilleure amie, Heather Gay, à Memphis, et me suis effondré sur son canapé avec mes maigres possessions. Heather est restée à mes côtés pendant mes nuits blanches, m'écoutant déverser ma souffrance face à la trahison de ma famille. « Tu es plus forte que ça », m'a-t-elle dit d'une voix calme. « Ils n'ont pas le droit de te définir. » Ces mots ont été une bouée de sauvetage, me tirant du désespoir. Elle m'a aidé à faire mes valises et à planifier la suite, me rappelant que je n'étais pas seule. Mais je savais que je ne pouvais pas rester longtemps. Memphis abritait trop de fantômes. Une semaine plus tard, j'ai déménagé à Chattanooga, dans le Tennessee, pour vivre chez mon oncle Kenneth. Il m'a accueilli comme sa fille, m'ouvrant sa porte sans hésiter. « C'est un nouveau départ pour toi », dit-il en me tendant la clé de sa chambre d'amis. Sa gentillesse m'a permis de me reconstruire. À l'automne, je me suis inscrite dans un IUT,
me plongeant corps et âme dans l'informatique, animé d'une soif de réussite. Ma première année fut éprouvante, jonglant entre les cours, les petits boulots et le poids de tout recommencer. Je passais mes nuits à étudier le code, déterminé à concrétiser mes idées. Kenneth m'encourageait à préparer le dîner quand j'étais trop fatigué pour manger, me disant qu'il avait toujours perçu en moi une étincelle. Cette première année, je me suis investi à fond dans mes études. J'ai excellé en programmation, ce qui m'a valu les éloges de mes professeurs, impressionnés par ma motivation. J'ai commencé à esquisser une nouvelle application, inspirée de l'idée que Tracy m'avait volée, mais améliorée, plus intuitive, plus performante. C'était une plateforme de planification pour freelance, avec des fonctionnalités de suivi des paiements et des avis clients. Je travaillais à la bibliothèque de l'université jusqu'à ce que je ferme mon ordinateur portable, l'écran illuminé de lignes de code. À la fin de l'année, j'avais un prototype fonctionnel, rudimentaire mais prometteur. Pendant les 4 années suivantes, j'ai consacré toute mon énergie à cette application. J'ai intégré une université à Chattanooga, en informatique. Mes journées étaient rythmées par les cours, le développement et la présentation de mon projet à des entrepreneurs locaux. Les refus se sont enchaînés. Les investisseurs jugeaient mon application trop confidentielle ou doutaient de mon expérience. Mais je n'ai jamais cessé de la perfectionner, en y ajoutant des fonctionnalités comme les rappels automatisés et l'intégration de paiements sécurisés. Kenneth était mon pilier, lisant mes présentations et me prodiguant de précieux conseils. Continue, me disait-il quand je doutais de moi. Petit à petit, mes efforts ont fini par payer. Un petit investisseur a cru en moi en 3e année, me donnant les moyens d'embaucher un développeur et de lancer une version bêta. Les utilisateurs l'ont adoré et le bouche à oreille a fonctionné. En 5e année, mon application commençait à décoller. Des freelances de tout le Tennessee l'utilisaient et je l'ai adapté pour gérer des équipes plus importantes. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fondé une start-up, investissant toutes mes économies dans le marketing et recrutant une petite équipe. Nous travaillions dans un bureau exigu, alimenté par le café et l'ambition. La base d'utilisateurs de l'application est passée à des milliers, puis à des dizaines de milliers. Le chiffre d'affaires a grimpé en flèche et j'ai décroché un investisseur important qui a perçu le potentiel de mon entreprise. Au bout de 6 ans, ma société était florissante et générait suffisamment de revenus pour me permettre un pari audacieux. J'ai acheté une somptueuse villa à 7,5 millions de dollars à Portland, dans l'Oregon. Une maison moderne et élégante, digne d'un rêve. La preuve tangible de tout ce que j'avais bâti à partir de rien. La nouvelle de mon succès ne s'est pas fait attendre. Ma tante Cheryl, toujours gentille mais distante, a entendu parler de ma villa par une amie commune à Memphis. Elle m'a appelé un soir, la voix empreinte de fierté. « Tu as réussi toute seule ?» s'est-elle exclamée, émerveillée. Je lui ai raconté mon parcours, depuis ces jours sombres sur le canapé des heures jusqu'aux longues nuits passées à coder à Chattanooga. Cheryl a promis de venir me voir, mais je savais qu'elle partagerait la nouvelle avec ma famille. Cela ne me dérangeait pas. Je voulais leur faire savoir ce que j'avais accompli sans eux. J'avais transformé ma souffrance en force, et personne ne pourrait me l'enlever. Un matin tranquille à Portland, mon téléphone a sonné. Un numéro de Memphis. Je suis resté figé, les yeux rivés sur l'écran. C'était ma mère. Sa voix, mielleuse et douce, me félicitait pour ma réussite. « On a entendu parler de ta maison », dit-elle d'un ton presque trop chaleureux. 7,5 millions. C'est incroyable. J'attendais, sentant le piège. Et bien sûr, elle changea de sujet. Tu sais, la tradition familiale veut qu'on partage tout. Cette maison devrait être pour nous tous. Mama Kwar Asi Crispa. Partager. Après qu'il m'eurent mise à la porte, je pris une grande inspiration et dis « Maman, j'ai construit ça toute seule. Tu n'as pas le droit de te l'approprier maintenant. » Son silence fut pesant. Puis elle marmonna quelque chose à propos de l'unité familiale. Et elle raccrocha. Je restai assise là, ces mots résonnant encore, ravivant de vieilles blessures de Memphis. Je ne fus pas surprise de recevoir un courriel de mon père le lendemain. Son ton était formel, presque autoritaire. « On vient à Portland », écrivait-il. « Il faut qu'on en parle de vive voix. C'est la moindre des choses. » Je le lus 2 fois. Mon cœur battait lachamad. Il ne m'avait pas parlé depuis des années. Pas depuis qu'il m'avait tendu une valise et m'avait dit de partir. Maintenant, il voulait s'immiscer dans ma vie parce que j'avais réussi. Leur audace me brûlait. J'avais envie de l'ignorer, de supprimer ce courriel et de passer à autre chose. Mais une partie de moi devait les affronter pour leur révéler la vérité qu'ils avaient si longtemps ignorée. La colère m'envahissait, mais je ne l'ai pas laissé prendre le dessus. J'ai décidé de les rencontrer, non pas pour eux, mais pour moi.
Je devais tourner la page et leur dire ce que j'avais gardé pour moi pendant toutes ces années. Je n'étais plus la fille apeurée qu'ils avaient rejetée. J'avais construit une entreprise, une maison, une vie sans eux. Les affronter serait ma façon de le leur prouver, mais aussi à moi-même. J'ai appelé Kenneth, mon oncle, qui avait été mon pilier depuis Chattanooga. Je lui ai parlé de l'appel de ma mère et du courriel de mon père. Il a écouté en silence, puis a dit « Tu as mérité tout ça. Ne les laisse pas te prendre quoi que ce soit. » Ces mots m'ont rassuré. Il m'a rappelé mes débuts, mes efforts acharnés, mes nuits blanches et mes échecs. « Tiens bon », m'a-t-il encouragé. « Tu ne leur dois rien. » J'ai acquiescé, même s'ils ne pouvaient pas me voir. La confiance que Kenneth avait en moi était comme une armure, me donnant la force de me préparer à ce qui m'attendait. Je savais que Tracy serait là, elle aussi. C'était toujours elle qui tirait les ficelles, celle qui avait monté mes parents contre moi. Son nom seul suscitait en moi un mélange de fureur et de détermination. Je l'imaginais entrer dans mon manoir, le regard scrutant la moindre occasion de s'approprier quelque chose, comme elle l'avait fait avec mon idée d'application des années auparavant. Mais cette fois, je n'étais pas sans défense. J'ai passé les jours suivants à me préparer, à repasser mentalement ce que j'allais dire. J'ai noté les points clés, comment ils l'avaient choisi elle plutôt que moi, comment j'avais survécu à leur trahison, comment j'avais tout construit malgré eux. Je ne les laisserai pas réécrire le passé. Quand j'ai raccroché avec Kenneth, ma décision était prise. Cette réunion n'avait rien à voir avec la réconciliation. Il s'agissait de défendre la vie que j'avais construite. Je ne savais pas exactement ce qu'il dirait ni comment il tenterait de se justifier, mais j'étais prête. Ils verraient la femme que j'étais devenue et ils comprendraient qu'ils n'avaient plus leur place dans mon monde. Une semaine plus tard, une voiture s'est arrêtée devant ma maison de Portland. Mon père, ma mère et Tracy en sont sortis, le visage crispé par des sourires forcés et une arrogance insupportable. Ils sont entrés comme si la maison leur appartenait. Mon père scrutait les hauts plafonds, ma mère serrait son sac à main et Tracy les suivait d'un air suffisant. Je suis resté dans le hall, Kenneth à mes côtés, le cœur battant la chamade, mais ma détermination inébranlable. Ils ne m'ont pas salué, ne m'ont pas demandé comment j'allais. Ils ont directement abordé le sujet. Ma mère a pris la parole la première, d'une voix mielleuse mais tranchante. « Cette maison est magnifique, » dit-elle en désignant les lieux. « Mais tu nous dois quelque chose, tu sais. On t'a élevé, on t'a tout donné. C'est normal qu'on partage. » Je serrai les poings, ces mots me transperçant. « Tu leur dois quelque chose. » Après qu'ils eurent pris le parti de Tracy et m'eurent mise à la porte, je secouai la tête, gardant une voix calme. « Vous ne m'avez rien donné d'autre qu'une valise et une date limite, dis-je. C'est à moi. » Le sourire de ma mère s'effaça, mais elle insista, affirmant que la famille s'était partagée tout équitablement. J'en avais assez. Je m'avançai, fixant Tracy droit dans les yeux. « Parlons de ce que tu as fait, » dis-je, ma voix brisant la tension. « Tu as volé mon idée d'application, tu l'as publiée en ligne comme si c'était la tienne, et ensuite tu les as convaincus de me mettre à la porte parce que ma présence les gênait. » Le visage de Tracy se crispa, mais je continuai. « Tu les as manipulés, tu les as montés contre moi, et ils ont cru à tous mes mensonges. » Mon père se tortilla, mal à l'aise, ses yeux se posant furtivement sur ma mère, qui détourna le regard. Tracy ouvrit la bouche, mais je n'avais pas fini. Avant la réunion, ma tante Cheryl m'avait envoyé des captures d'écran de ce groupe professionnel en ligne. Elle montrait les publications de Tracy s'attribuant l'idée de mon application, et des messages où elle me dénigrait, me traitant de paresseuse et de jalouse pour justifier ses agissements. Je brandis mon téléphone, montrant-les. Preuve à mes parents. Voilà la vérité, dis-je en faisant défiler les messages. Elle a menti sur moi à des inconnus, et vous l'avez cru sans sourciller. Ma mère pâlit et mon père serra les dents, mais ils ne dirent rien. Le silence était assourdissant. Kenneth intervint d'une voix calme, mais ferme. Vous n'avez rien à faire ici. Il leur lança ces mots, les yeux rivés sur mon père. Elle a construit sa vie sans toi. Il est temps que tu partes. Son soutien m'a rassuré, me rappelant que je n'étais pas seul. Mon père a tenté d'intervenir, marmonnant à propos de loyauté familiale, mais Kenneth l'a interrompu. Loyauté? Tu as choisi Tracy plutôt qu'elle, a-t-il dit en me désignant du doigt. Tu ne peux pas débarquer maintenant et exiger quoi que ce soit. Tracy a finalement pris la parole d'une voix stridente. Tu en fais toute une histoire, a-t-elle dit en rejetant ses cheveux en arrière. Je n'ai rien volé. Tu as toujours fait des histoires pour attirer l'attention. Je l'ai regardée, incrédule. Même maintenant, avec les preuves sous les yeux, elle refusait de l'admettre. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix ferme comme l'acier. Vous n'êtes plus ma famille, ai-je dit en les regardant tous les trois. Vous avez perdu ce droit quand vous m'avez mise à la porte. Sortez de chez moi.
Le sourire narquois de Tracy a disparu, et mes parents ont échangé des regards inquiets, mais je suis resté inflexible, pointant la porte du doigt. Quelques jours après la confrontation, Cheryl m'a envoyé un SMS de Memphis. Son message était bref mais urgent. Tracy répandait des mensonges, disant à tout le monde que j'étais égoïste de refuser de partager ma fortune avec la famille. Elle avait parlé à des proches, me dépeignant comme froide et ingrate, prétendant que je les trahirais pour de l'argent. J'ai eu la nausée en lisant ces mots. Malgré tout, Tracy continuait de déformer les faits pour se faire passer pour la victime. Je n'étais pas surprise, mais la douleur de sa trahison était vive. Cheryl m'a appelé ce soir-là, la voix empreinte de doute. J'ai entendu la version de Tracy. A-t-elle dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. J'ai pris une grande inspiration, reconnaissante de sa volonté de m'écouter. Je lui ai raconté toute l'histoire, comment Tracy avait volé mon idée d'application des années auparavant, l'avait publiée en ligne à son nom et avait convaincu mes parents de me mettre à la porte quand je l'avais confrontée. J'ai raconté à Cheryl toutes ces années de favoritisme, comment mes parents avaient toujours pris le parti de Tracy et comment ils m'avaient ignoré sans même y penser. Cheryl écoutait en silence, ses petits cris de temps à autre me faisant comprendre qu'elle essayait de comprendre. Je lui ai envoyé les captures d'écran qu'elle avait déjà partagées, notamment celles du groupe d'affaires en ligne où Tracy s'était approprié mon travail et avait diffamé ma réputation. Il ne s'agit pas seulement de cette maison, lui ai-je dit. C'est une histoire d'années de mensonges et de manipulations. Cheryl a promis d'aller au fond des choses. Elle semblait en colère, non pas contre moi, mais contre la famille à qui elle avait fait confiance pour dire la vérité. J'ai raccroché, soulagé, comme si j'avais enfin confié ce fardeau à quelqu'un qui se souciait de moi. Cheryl n'a pas perdu de temps. Elle a transmis ses captures d'écran à toute la famille, accompagnée d'un message détaillé expliquant comment Tracy avait menti sur moi et comment mes parents l'avaient laissé faire. Elle a même joint d'anciens messages de Tracy où elle me traitait de paresseuse et de jalouse pour justifier le vol de mon idée. Les preuves étaient irréfutables. Des proches qui avaient cru aux histoires de Tracy ont commencé à contacter Cheryl, choqués et confus. Ils ont partagé son message, et bientôt la vérité a éclaté, révélant la supercherie de Tracy et la complicité de mes parents. Ma mère et mon père ont tenté de se défendre, prétendant avoir agi dans l'intérêt de la famille, mais leurs paroles n'ont pas résisté aux preuves. Les conséquences ont été immédiates. Les membres de la famille se sont retournés contre moi. Ils ont tous tourné le dos à Tracy, à ma mère et à mon père. Mes cousins ont cessé de les suivre sur les réseaux sociaux. Mes tantes ont arrêté de les inviter aux réunions de famille, et même mes amis proches ont pris leur distance. La réputation de mon père, autrefois bâtie sur ses histoires charmantes, s'est effondrée. Ma mère, qui avait toujours misé sur son image de mère attentionnée, a dû faire face à des rumeurs de négligence. Tracy, la plus bruyante de tous, est devenue une paria, ses mensonges se dévoilant au grand jour devant tous ceux qui l'avaient admirée. Je ne me suis pas réjoui, mais j'ai éprouvé une satisfaction discrète à l'idée que la vérité les ait enfin rattrapés. Puis Heather m'a envoyé un SMS, à ma grande surprise. Elle avait appris par des amis communs à Memphis que Tracy avait dit du mal de moi à leur sujet il y a des années. Bien avant la confrontation, elle avait dit à tout le monde que j'étais instable, que j'étais à l'origine de tous les drames familiaux. Heather a écrit « Je ne savais pas à quel point c'était grave à l'époque ». Ces mots ont ajouté une nouvelle dimension à la trahison de Tracy, confirmant qu'elle avait œuvré contre moi. Même dans des cercles que je croyais sûrs, je me sentais trahi. J'ai remercié Heather de m'avoir prévenu, partagé entre colère et soulagement. La vérité avait éclaté et tout changeait. Des mois plus tard, chez moi à Portland, enfin en paix. J'avais coupé tout contact avec mon père, ma mère et Tracy. Leurs numéros étaient bloqués. Leurs emails étaient classés comme spam. Je ne les haïssais pas, mais je n'avais plus besoin de leur présence. Le poids de leur trahison s'était allégé, remplacé par une clarté née de mon choix de me recentrer sur moi-même. Je ne leur devais ni explication ni seconde chance, après tout ce qu'ils m'avaient fait. Je me suis concentré sur ma nouvelle vie à Portland. Mon entreprise prospérait, avec le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour l'application et une équipe grandissante qui était devenue comme une famille. Je passais mes soirées à échanger avec des entrepreneurs locaux, tissant des liens authentiques, non entachés par les blessures du passé. J'ai intégré un programme de mentorat pour accompagner de jeunes développeurs qui me rappelaient ma jeunesse, pleine de rêves mais en manque de soutien. Chaque pas en avant était une victoire, pas une victoire. Rien que pour moi, mais pour la personne que j'avais tant lutté pour devenir. Kenneth est devenu mon pilier, me rendant souvent visite depuis Chattanooga. Il arrivait avec son rire chaleureux, apportant des histoires et des conseils qui me permettaient de garder les pieds sur terre. « Tu as construit quelque chose de solide », m'a-t-il dit lors d'une visite, les yeux brillants de fierté. « Personne ne peut te l'enlever. »
Ces mots sont restés gravés en moi, me rappelant que la famille ne se résume pas aux liens du sang. Ce sont les personnes présentes quand on a le plus besoin d'elles. Nous nous asseyons autour d'un café à parler de mes projets pour l'entreprise ou de ses dernières aventures, et j'éprouvais un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu avec mes parents. J'ai appris par Cheryl les conséquences de l'affaire à Memphis. Tracy travaillait dans un commerce de détail mal payé. Son cercle social s'était presque entièrement réduit. Ses mensonges l'avaient rattrapé, et les proches qui l'admiraient autrefois gardaient désormais leur distance. Mes parents, aux prises avec des dettes qu'ils avaient cachées pendant des années, ont vendu leur maison pour s'en sortir. Ils ont emménagé dans un petit appartement, vivant discrètement, leur réputation ternie par la vérité. Cheryl avait partagé son histoire. Je ne leur souhaitais aucun mal, mais je ne ressentais aucune culpabilité non plus. Leur choix les avait menés là, tout comme les miens m'avaient mené à Portland. Avec le recul, j'ai compris que le respect de soi et la résilience comptent plus que les liens du sang. La famille ne se définit pas par les personnes qui portent le même nom que vous. Ce sont celles qui vous respectent, qui vous soutiennent au lieu de vous rabaisser. J'avais passé des années à rechercher l'approbation de ceux qui ne me l'accorderaient jamais. Mais j'avais trouvé la force de m'éloigner. Kenneth, Cheryl et les amis que je m'étais fait à Portland étaient ma véritable famille, ceux qui voyaient ma valeur quand les autres ne la voyaient pas. Cette leçon a tout façonné, ma façon de gérer mon entreprise, mes relations, ma vie. À tous ceux qui écoutent mon histoire, merci d'être là. Je la partage non seulement pour raconter ce qui s'est passé, mais aussi pour montrer qu'on peut surmonter la trahison et construire quelque chose d'extraordinaire. Que pensez-vous de mon parcours? Avez-vous déjà été confronté à des défis similaires ou avez-vous puisé votre propre force dans l'adversité? Partagez vos réflexions ci-dessous. J'aimerais beaucoup. Écoutez-les. Vos histoires comptent et elles pourraient inspirer quelqu'un d'autre.